Voilà. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de demander conseil à un proche pour acheter un vin, du vin, un livre, un équipement sportif ? Ouais. Tu vas me dire oui. En fait, ça, c'est le principe de la recommandation. Et en fait, quand tu aimes naturellement recommander, donner des conseils, et on est tous comme ça naturellement, quand on aime quelque chose, on a envie de le partager avec son entourage, et bien Joli-moi, tout simplement, c'est la première plateforme qui va permettre à tous ceux qui sont passionnés ou experts, en l'occurrence de la beauté ou du bien-être, et bien de faire ces recommandations via des outils, via notre plateforme, pour le compte, sur la base d'un catalogue de marques qu'on a sourcé. Donc c'est la première plateforme de ce qu'on appelle le social selling, de recommandations entre pairs. Et à partir de là, tu vas pouvoir conseiller, gagner de l'argent en faisant ça. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Dans cet épisode, nous nous intéressons au secteur de la beauté dans sa dimension entrepreneuriale. Notre invité du jour a réinventé le modèle Tupperware grâce aux réseaux sociaux et surtout au live shopping. Sortez des clichés, cet épisode s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Rabier, la fondatrice de Joli-moi. Pour la paraphraser, Joli-moi est une plateforme de social selling responsable dans la beauté et le bien-être, un nouveau modèle de consommation et de distribution qui s'appuie sur l'engagement des individus et le pouvoir de la communauté. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu de place à des notions nouvelles de vente dans notre plan habituel. Nous commencerons bien sûr par parler du marché de la beauté et des cosmétiques, car c'est bien de celui-ci dont il s'agit, mais en faisant un focus sur la structuration de son système de distribution. Nous poursuivrons l'aventure d'Isabelle afin qu'elle nous explique comment elle a construit sa proposition de valeur qui repose sur une importante communauté de vendeurs. À date, ils sont déjà plus de 5000 en France. Enfin, nous ferons un focus sur le live shopping car Joli-moi a développé son propre système au service de ses vendeurs. Bref, une conversation qui s'annonce passionnante avec une entrepreneuse de mérite. Mais avant de commencer, Isabelle, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, merci Cyril pour ton invitation. Donc, je m'appelle Isabelle Rabier, ça fait maintenant 12 ans que je suis entrepreneur. Donc moi j'ai commencé ma carrière, j'ai fait quelques mois dans la finance et fusion-acquisition et puis très vite j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle... Je devine que tu es plutôt format, pas ingénieur. École de commerce. Voilà, grande école de c'est commerce. Donc j'ai plutôt démarré par l'aspect finance dans les biens de consommation. Donc ça m'a aussi donné l'opportunité d'étudier un petit peu et d'analyser les marchés de la consommation. Et puis ensuite, j'ai lancé ma première entreprise sur les bancs de l'école, donc d'Hermance, puisque j'ai fait HEC entrepreneur comme majeur. Et ensuite, aujourd'hui, je suis à la tête de Joli-moi, une start-up que j'ai lancée en 2017. Entre les deux, entre l'entreprise que tu lances quand tu es HEC entrepreneur et Joli-moi, il se passe combien de temps ? En fait, il se passe
pas de temps du tout, parce que Jolie Moi, c'est une société que j'ai créée dans la foulée de Dermance. Donc, j'ai pas eu de break entre les deux entreprises. Mais Dermance, combien de temps Ah, pardon. Alors, Dermance, en fait, c'est ma première aventure entrepreneuriale. Je l'ai lancée en 2010. L'aventure, elle continue, puisque la marque existe encore, mais disons que j'ai... Voilà, jusqu'à 2016. T'as été diplômé en 2010 2010. D'accord. Voilà, donc, de 2010. Et donc, pendant 7 ans, tu développes cette marque. C'est quoi? Tu peux nous raconter ce que c'est? Ouais, alors, pendant 6 ans, je suis complètement consacrée à Dermance. Et Dermance, c'est une marque de cosmétiques que j'ai distribuée via un modèle déjà à l'époque de direct to consumer, avec une communauté de vendeurs, des conseillers beauté. Et Dermance, c'était déjà un modèle où le propos, c'était de créer une nouvelle expérience pour le consommateur et aussi une nouvelle gamme de produits, puisque c'est nous qui formulions et qui développions notre propre produit. Aujourd'hui, on appellerait ça une Digital Native Vertical Brand avec une communauté de vendeurs. Donc, tu as développé une DNVB, donc une DNVB associée à un réseau de distribution. Exactement. En fait. Donc, tu as à la fois, tu es rentré direct en contact avec les consommateurs, mais aussi en repensant le modèle de distribution qui n'est pas que online, qui est aussi au travers, enfin, dans le sens où, dans une DNVB, qui était physique et digital, absolument, ouais, dans le cas de Dermance. Donc, Dermance, c'est des cosmétiques qui s'adressent aux femmes. Oui. C'est quoi comme type de cosmétique? C'est cosmétiques spécialisés vraiment sur un positionnement donc 45+. Le propos, aujourd'hui, ça paraît... Comment tu as une idée comme ça quand tu sors de... T'es encore étudiante. On peut imaginer que tu pensais d'abord à une cible qui te correspondait. Je pense que, alors déjà plusieurs choses. J'ai fait un diplôme aussi en économie. Et j'étais spécialisée sur tout ce qui était recherche et innovation, et donc j'avais passé pas mal de temps à étudier un petit peu tout ce qui était autour de l'innovation, la disruption de marché. La cosmétique, c'est un des marchés aujourd'hui qui est le plus en avance en termes d'innovation, marketing, de segmentation. Et à l'époque, en fait, moi, je suis profondément féministe et j'étais un peu horripilée, malgré mon jeune âge, par... si on se remet quelques années en arrière, on se rappelle les campagnes de pub des grandes marques et des grands groupes pour rajeunir de 15 ans, avec des filles qui en avaient 20, qui étaient censées représenter la cible. On s'adressait à des femmes de 45 ans et plus, avec des femmes de 20 ans qui étaient très belles, certes, et avec des promesses qui étaient, en gros, achetez mon produit et vous allez réduire vos rides de je sais pas combien de centimètres en une semaine. Bref, moi j'étais assez agacée par cette approche en fait de la féminité et des femmes, et j'ai aussi une maman, et en fait je me suis projetée là-dedans en disant mais en fait il faut absolument changer ce marché, ça n'a aucun sens, voilà. Et donc j'ai créé la première marque à l'époque qui s'adressait de cosmétiques spécialisés pour les femmes de 45 ans et plus, avec une démarche d'efficacité. Donc on s'est associé à des chercheurs, typiquement un anti-ride ou anti-âge, voilà. C'est ça comme on appelle exactement, okay. Mais avec une façon de présenter le produit et de le conseiller et de le vendre qui était en adéquation avec l'approche que je voulais de la beauté et qui est toujours la mienne, à savoir une approche bienveillante, d'accompagnement, de conseil, et qui est pas qui fait se sentir bien les femmes, et qui n'était pas autour de il faut avoir toujours l'air plus jeune, il faut perdre tes rides, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé Dermance, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réinventé aussi ce modèle de distribution qui existait, qui était le conseiller, qui existait en boutique. Et bien nous on l'a redéveloppé sous un modèle d'indépendant, mais avec des femmes, du coup, qui correspondaient complètement à la cible de Dermance. Donc, on avait des conseillers vendeurs qui avaient 45 ans et plus pour conseiller des femmes de 45 ans et plus. Et donc, il y avait une vraie adéquation entre le propos, ce que vivait le conseiller. Déjà en utilisant les réseaux sociaux. Alors, beaucoup moins les réseaux sociaux à l'époque. Comment ça, ouais, c'est justement c'était en 2010. Beaucoup plus physique. Non, c'était très physique. C'était vraiment... On utilisait Internet. La vente à domicile. Voilà, exactement. C'était de la vente à domicile, des ateliers à domicile ou en boutique, avec également l'utilisation d'Internet. J'avais déjà cette vision de la digitalisation du modèle pour tout digitaliser, en fait. Une fois qu'on a fait le conseil, l'accompagnement du client, tout le réachat, toute la suite, même tout ce qui est le suivi clientèle devait se faire via des outils techniques qui étaient donc un site, une petite interface pour piloter sa clientèle. Et ça, je l'avais déjà construit avec Dermance, mais c'était
très précurseur à l'époque, puisque si moi j'ai aussi fait beaucoup de terrain auprès de marques concurrentes pour comprendre comment fonctionnaient ces communautés de vendeurs, et j'ai notamment travaillé pour des marques comme Tupperware que tu citais pour comprendre un petit peu la mécanique, parce que moi j'avais jamais fait ça, et à l'époque, si on se rappelle bien, c'était quand même des bons de commande papier. C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît fou, mais on avait encore des bons de commande papier qui étaient ensuite saisis par des personnes qui saisissaient ça sur des interfaces pour ensuite envoyer en production et tout. Enfin, ça, c'est comme ça que ça se passait chez Tupperware. Moi, bien sûr, sortant de mon école et jeune diplômée, j'avais surtout envie que tout ça se digitalise. Et donc, j'étais déjà dans cette démarche de digitalisation d'une industrie, en fait, qui est extrêmement puissante. C'est plusieurs milliards d'euros, le marché de la vente mais directe. alors que je comprenne bien, puisque tu nous donnes beaucoup d'informations passionnantes, je vais essayer de les résumer, tu me dis si c'est correct. En créant Darmance, finalement, tu es allé voir des producteurs pour fabriquer avec formulateurs formulateurs, et des laboratoires pour créer ma marque, bien sûr. Voilà, donc tu crées le produit, parce qu'il faut bien partir du produit. Bien sûr, on a passé plus de 14 mois à l'époque pour déjà créer les premières formules et les premiers produits de la marque. Avec des personnes qui ont testé, probablement ton entourage, les produits, jusqu'à en arriver à une formule qui te donne satisfaction. Ensuite, tu as voulu finalement... plus que la distribution, c'est même raconter une autre histoire. Donc c'est le marketing, c'est la communication qui change par rapport à ce que tu avais observé qui existait. Tu t'étais dit, et je comprends finalement, le moteur qui t'a lancé dans ce projet-là, c'est de dire la promesse, il ne faut pas qu'elle soit fake, il faut faire quelque chose de vrai et puis s'adresser aux femmes de 45 ans et plus, sans leur promettre qu'elles vont se transformer en une jeune fille de 20 ans, mais qui a des promesses qui sont tenables et finalement un discours de transparence et de vérité par rapport à ce que le produit va délivrer. Merci. Et puis tu as associé à ça, tu viens de le dire finalement, une distribution innovante. Alors innovante, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais par rapport à ce qui existait peut-être, mais innovante parce que tu t'es intéressé à la façon dont finalement il pouvait y avoir une cohérence entre la promesse, donc le marketing, et la façon dont les produits étaient délivrés. Quand je comprends finalement dans tes propos, c'est que la communauté fait partie de cette stratégie de vérité. Absolument. C'est ça ? Absolument. Il y a des études, les études déjà qui datent de 2010, de Google, qui démontraient que de plus en plus, en fait, le consommateur fait confiance à des pairs, des gens dont il se sent proche, ou des gens qu'il va suivre, par exemple, là, en l'occurrence, plutôt sur Internet. Donc, à l'époque, c'était plutôt des blogs, des choses comme ça. À plus de 70%, ils préfèrent acheter et de cette manière-là qu'en faisant confiance à de la publicité. Donc, en fait, fondamentalement, l'idée autour de ces conseillers vendeurs et de ces communautés, c'est de se dire, j'ai une personne en face de moi qui est formée, qui connaît ce dont elle parle et en plus qui a l'expérience du produit et qui peut, du coup, à travers sa propre expérience, m'aider, moi, à trouver ce qui me correspond. Ouais, elle est légitime. Oui. Et sincère et authentique. Ouais, c'est ça, c'est la transparence, la vérité. Comment, quand on est jeune diplômé, comment on fait pour trouver les fabricants, je sais pas, les préparateurs? Je crois que dans la région d'Angers, il y en a plein, parce que c'est là où on va. Comment on rédige un cahier des charges? Et puis, alors le marketing, j'imagine que tu avais appris pas mal de théories, tu l'as transcendé. Comment tu fais le marketing et surtout comment tu recrutes tes premiers vendeurs? Franchement, alors déjà pour la partie formulation, donc moi je me suis entourée puisque j'ai créé Darmance avec un associé qui est pharmacien qui s'appelle Grégory Crossley, et moi je viens d'une famille et d'un écosystème très scientifique avec des chercheurs et notamment ma maman qui à l'époque avait un réseau très profond dans tout ce qui était cosmétique. Donc, je me suis aussi appuyée sur ce réseau-là déjà pour comprendre notre métier. Mon associé, lui, avait déjà travaillé en formulation, avait déjà cette expérience-là, et lui, il a pris en charge plutôt la partie développement produit et formulation. Et en fait, tout simplement, on est allé rencontrer, on a fait un appel d'offres, on est allé rencontrer plein de laboratoires en fonction d'un brief, en fonction de ce qu'on voulait faire. Et puis, on a choisi notre partenaire pour la partie formulation
et fabrication. Et ça, en fait, ça s'est fait vraiment de manière hyper pragmatique, en allant très naïvement rencontrer plein de gens, en leur posant un maximum de questions. Et il n'y avait pas une question que je m'interdisais de poser, parce qu'en fait, je n'y connaissais rien, je ne savais même pas ce que voulait dire à l'époque sérigraphie, par exemple, sur une impression de Pâques, etc. Donc, je pense que la première année, quand on a commencé à s'adresser à tout ce joli monde, ils nous prenaient un peu pour des fous, parce qu'ils disaient vraiment, ils n'y connaissent rien. Et c'est vrai, on n'y connaissait pas grand-chose, mais par contre, on a appris très très vite et on est devenu très expert dans tout ça en 1 an et demi. Voilà. Et puis après, évidemment, on avait eu la chance de pouvoir s'appuyer sur des scientifiques. On s'est associé à Philippe Imbert qui nous a conseillé, qui était un grand spécialiste de la recherche sur la peau et le vieillissement. Donc après, on a aussi travaillé en collaboration avec l'INSERM. Voilà. On s'est aussi appuyé sur la recherche publique pour vraiment trouver les bons ingrédients. Combien de temps on met pour arriver au produit fini, entre le moment où on commence ces démarches-là et puis où on a un produit qu'on considère comme étant fini ? Alors nous, les formules, on a fait des formules originales. Donc après, on peut aussi travailler parfois avec des bases qui sont des bases standards, hein. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui commencent comme ça. C'est pas honteux de le dire. Ça peut aussi permettre à un moment d'aller tester son marché, puis après de reformuler, parce que dans tous les cas, on est toujours amené à reformuler. Dans notre cas, on a voulu vraiment faire des formules originales parce qu'on était très basé sur l'efficacité. Et on est allé très vite, mais ça nous a pris quand même 14 mois. Déjà, entre les premières formules, les tests, et ensuite il y a beaucoup de tests. Hein, la réglementation cosmétique en Europe est très stricte. Beaucoup de tests à effectuer. À la charge des laboratoires avec qui vous travaillez ? C'est notre responsabilité, mais on conduit ces tests avec les laboratoires, effectivement, et des tests de compatibilité. Enfin, il y a plein de tests à faire de comment la formule va réagir par rapport au packaging qu'on a choisi. Si ça réagit mal, il faut changer de packaging, il faut refaire les tests, etc. Donc ça veut dire, super transition, en fait, le marketing, vous êtes obligé de le créer en parallèle, en même temps, pendant que les laboratoires ou le laboratoire travaillent sur la formulation du produit que vous allez commercialiser. Ce marketing, comment vous le pensez ? Comment vous l'inventez ? Là, tu le disais finalement assez justement, on n'a pas envie de raconter la même histoire que celle qui est racontée depuis des années auprès de la cible qu'on vise, les 45 ans et plus. Comment on crée ce marketing ? Oui, c'est intéressant parce que je souris parce que je me rappelle, voilà, il faut se remettre quand même il y a 12 ans maintenant, et en fait, comme on était très à cheval sur le fait que notre marque devait incarner une nouvelle façon, comme on le disait, d'adresser les femmes et notre cible, on avait très peu de moyens pour lancer cette marque. On a fait des pré-étudiants avec mon associé, je pense qu'on a lancé avec un budget qui était inférieur à 200 000 €, donc c'était vraiment rien. Et du coup, on est allé chercher tout simplement les femmes auxquelles on allait s'adresser, notamment notre maman. Je me rappelle la maman de mon associé qui est une très belle femme, ses amis. Et on a fait notre premier shooting avec ces femmes-là qui étaient des femmes vraiment comme vous pouvez en croiser dans la rue, pas des mannequins du tout. Et on a fait une première campagne, un premier dossier de presse avec les photos de ces femmes qu'on trouvait magnifiques. Notre produit, qui est un produit qui est vraiment, c'est de la dermocosmétique, hein, donc avec un look and feel blanc. Dermance, c'est le derme, donc plutôt positionné finalement un peu pharma, donc très simple en termes de packaging. Et je me rappelle un peu naïvement, on a envoyé ce dossier de presse à une liste de journalistes qu'on avait trouvés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés très vite dans CB News à l'époque, parce que c'était vraiment un mode de communication qui était un peu détonnant par rapport à tout ce qui se faisait. C'était vraiment aux opposés aujourd'hui, on parle de photos qui sont plus photoshopées, on est obligé de l'indiquer, mais à l'époque, tout était hyper photoshopé, hyper corrigé en termes de visuel. Et nous, on a montré ce que c'était une femme à cet âge-là. Et ça a beaucoup fait parler. Et donc, j'enchaîne aussi sur ta précédente question. Et c'est comme ça, un peu malgré nous, parce que je pense que ça arrivait un petit peu vite dans le temps de développement de l'entreprise, qu'on a recruté nos premiers vendeurs, parce que si on avait déjà une très bonne idée pour le coup, parce qu'on avait fait du terrain, on avait étudié le modèle de commercialisation à travers cette communauté de vendeurs, on n'avait pas encore tout complètement rodé, puisqu'on était très focalisé à ce moment-là sur le produit. On annonce le lancement de la marque. On a un journaliste de Télématin, je me rappelle très bien, qui nous envoie un petit email, vous savez, contact@dermance.com, et là on reçoit ça, et je dis mais c'est pas possible. Et là on fait une émission sur Télématin, vraiment un beau reportage sur la marque, et à la fin je dis voilà, nous comment on va se vendre, on recherche nos premiers
conseiller beauté pour conseiller la marque sous format vente à domicile et e-commerce. Et alors là, c'est comme ça que tout a démarré. Donc, c'est incroyable. Un peu un coup de chance, presque. Ouais. Donc mais par contre, on a eu des centaines de candidatures parce qu'il y avait une vraie adéquation entre la marque, le propos, la cible de l'émission. Et là, on a reçu des centaines. Donc d'abord, on a fait un chiffre d'affaires de dingue sur le site e-commerce parce qu'on avait aussi un site. Et ça nous a renfloué pour plusieurs mois. Ça a augmenté notre run rate. Et puis, des centaines de candidatures. Et là, ce qu'on a fait, on était 2 dans la boîte. C'est pour ça que je dis que c'était... Et on avait un stagiaire qui faisait la préparation commande parce qu'à l'époque, on avait décidé de gérer les expéditions au départ pour maîtriser un petit peu ce que c'était la logistique, pareil. Parce que là, c'était vraiment un modèle complètement intégré. Donc, notre stagiaire s'occupait de shipper les centaines de colis qui nous tombaient dessus grâce à toutes ces commandes. Et avec mon associé, on s'est réparti la France. On a pris notre voiture et on a commencé à organiser des grands meetings en région pour aller à la rencontre de tous ces candidats. Donc, on faisait des calls quand même pour valider l'intérêt, etc. Et puis après, on les rassemblait sous forme de petits meetings. Et c'est comme ça qu'on a quand même passé plus de 6 mois, au final, tellement il y avait de zones et de personnes, à aller à la rencontre de ces personnes-là et à les convaincre de nous rejoindre. Donc, à signer un contrat qui est un contrat de vendeur à domicile indépendant, mandataire, pour commencer à commercialiser la marque. Et après, il a fallu les former, les onboarder sur déjà une première interface e-commerce qui était assez nouveau à l'époque puisque le secteur n'était pas très digitalisé. Là, donc, on est 2012. Ouais, on est autour de 2012, ouais. Et vous arrivez à créer cette première communauté de vendeurs. Il y a quoi ? 100, 200, 300 personnes ? C'est combien ? Je ne me rends pas compte. Alors, on a réussi au final une centaine. On a démarré avec une centaine. Et après, il a fallu les former, les accompagner et ensuite continuer à développer cette communauté. Donc, année après année, cette marque Darman se développe, la communauté croît. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive en 2017, juste avant Joli Mois ? Comment tu peux est-ce que avant qu'on ne parle du marché, nous faire ce trait d'union ? Bien sûr. Parce qu'il existe, tu me l'as déjà dit, mais j'ai bien envie que tu le racontes une nouvelle fois. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ? Alors pourquoi ? Alors plusieurs choses. D'abord, je pense qu'avec Darman, on a eu une triple ambition et c'était peut-être un peu trop, mais moi je me suis aperçue qu'à un moment, il y avait des freins au développement de la marque et qu'un seul frein tout seul, c'est pas très grave, mais qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulaient et qui faisaient qu'en fait, je voyais bien que j'allais pas réussir à développer la marque telle que je le souhaitais. C'était quoi ces freins ? D'abord, aujourd'hui ça peut paraître évident, mais on avait une vision déjà très forte sur la digitalisation du modèle, le e-commerce pour pouvoir faire toute la partie CRM, repeat business et donner des outils à ses vendeurs. Or, on avait quand même une population justement de conseillers vendeurs qui était plutôt cinquantenaire plus. Et je me rappelle quand même avoir dû faire des formations pour expliquer à mes vendeurs comment faire une recherche sur Google. Donc, vous voyez, on partait de loin. Donc, du coup, il y avait quand même une friction assez importante entre nos early adopters et cette vision du digital. Donc, en fait, c'était beaucoup d'efforts en fait, pour onboarder cette population sur un modèle très digitalisé. Donc, on était peut-être un peu trop en avance de phase à ce moment-là, où la cible n'était pas la bonne cible pour digitaliser l'industrie. Deuxième chose, on avait une marque d'Hermans qui volontairement était une marque d'essentiel, de soins dermato, avec des formules. On a vraiment fait des études, des recherches. Donc, c'était très long en développement produit, très coûteux, et c'était une gamme courte, volontairement. Or, on se privait, en fait, en faisant ça, une fois qu'on avait recruté nos vendeurs, de clients, puisque du coup nos vendeurs, une fois qu'ils étaient chez Darman, ils avaient une quinzaine de produits et à la fin ils avaient une quinzaine de produits et en fait ils ne pouvaient pas aller tellement au-delà de ce cercle, et alors que leurs clients voulaient toujours plus de produits, voulaient toujours élargir parce qu'ils adoraient le conseil et la relation qu'ils avaient avec leurs conseillers vendeurs. À titre d'exemple, les concurrents monomarques à l'époque avaient plutôt 150, 200 références. Pourquoi ? Je l'ai compris the hard way, je l'ai compris, parce qu'une fois que vous avez recruté cette population de conseillers vendeurs, en plus qui sont des indépendants, donc eux qui gagnent leur vie au variable sur le volume d'affaires qu'ils vont faire chaque mois, eh bien il faut les nourrir et il faut qu'ils puissent, on sait bien que le plus dur c'est de recruter aussi le client final, après il faut pouvoir le nourrir, l'accompagner, le fidéliser. Et on fait ça aussi à travers des gammes
plus large. Donc ça, c'était le deuxième frein. À la fois un hyper ciblage sur une population de 45+, et une gamme très courte, une digitalisation qui n'était pas forcément en totale adéquation avec la cible. Et je dirais la troisième chose, c'est ce temps de développement et d'investissement qui était très long, et on avait peu de moyens pour cette marque, et donc on était pas très équipés, je dirais, pour vraiment accélérer. C'était pas hyper scalable. Voilà. On peut c'était résumer. Pas suffisamment scalable. Voilà. Là, vous étiez à quoi comme chiffre d'affaires? Non, mais là, on faisait peut-être 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait honorable pour une marque, hein, mais c'était trop long et c'était pas notre vision. Et surtout, on voyait qu'on avait du mal à fidéliser. C'était surtout ça le point, à fidéliser et à développer la communauté des vendeurs. Donc, ça, c'est... Voilà. Et en fait, comme nous, et ça reste quelque chose que j'ai vraiment à cœur, c'est l'écoute du terrain. Donc l'écoute du terrain, c'est l'écoute à la fois des conseillers vendeurs et des clients. Donc les clients demandaient toujours plus de produits, d'accompagnement, et les vendeurs aussi, puisqu'ils voulaient pouvoir servir leurs clients. Et en face de ça, moi, j'avais des marques, puisque nous, à travers d'Armance, on était à la Fédération de la vente directe, on a reçu des prix parce qu'on avait vraiment un très beau modèle, et justement, on était les premiers à digitaliser et à avancer dans cette digitalisation du modèle, donc on a été récompensés pour ça. C'était un succès d'estime. Et donc, les gens venaient me voir, les marques venaient me voir en disant « Isabelle, c'est génial ce que tu fais, j'adore le concept, j'aimerais tellement que tu puisses faire la même chose avec ma marque. Moi, je suis aux galeries, au Bon Marché, chez Sephora, sur des réseaux de distribution classiques, et je galère. Est-ce que tu peux intégrer ma marque sur ton réseau d'Hermance ?» Et voilà. Et j'en ai pas une. Et en fait, ça, c'est marrant parce que ces marques qui sont venues me voir, c'était dès 2014, en fait. Donc, c'était assez tôt dans l'aventure. Oui. Donc, ça tape à la porte depuis déjà un moment. Ça tape à la porte depuis un moment. Des marques assez différentes. Parfois, on va même jusqu'à essayer de construire un modèle de collaboration, de partenariat, qui n'aboutit pas parce qu'en fait, le modèle et les unit economics de la marque et en pure player ne sont pas adaptés en fait à un modèle de distribution, puisque c'est ça qu'on devait faire, c'était mettre à disposition notre modèle de distribution pour le compte d'autres marques. Donc ça ne marche pas. Mais c'est une marque, puis une autre, puis une autre. Donc c'est pas qu'une marque, c'est une marque de compléments alimentaires, c'est une marque de cosmétiques, c'est une marque qui est en institut, etc. Et au final, je me dis, ok, il se passe un truc. Nous, on a un savoir-faire. On a déjà vraiment développé un savoir-faire qui est assez unique sur le marché. Et en plus, on a déjà commencé à digitaliser ce modèle-là. Et c'est comme ça qu'a germé effectivement l'idée de Joli Moi, qui était de dire, ok, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce projet d'Hermance, en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va créer une plateforme, et tout mon savoir-faire et cette vision du digital, on va la mettre au service des marques et au service aussi des vendeurs, puisque là, ce qui est extraordinaire dans le passage du monomarque et du réseau une marque, c'est le multimarque. Là, on va dans une démarche encore plus servicielle d'accompagnement du client final, et c'est moi ce que j'avais adoré aussi dans l'expérience d'Hermance. Génial. Alors, pitch-nous en 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, je sais pas. Joli Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas, je l'ai dit vite fait dans la présentation que j'ai lue, très clairement, je suis allé chercher les mots sur LinkedIn et la façon avec laquelle c'est présenté. Toi, si tu dois raconter quelque part à une personne qui pourrait devenir vendeur Joli Moi, puisque c'est ta cible, absolument. Qu'est-ce que c'est Joli Moi ? Déjà, voilà. Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de demander conseil à un proche pour acheter un vin, du vin, un livre, un équipement sportif ? Ouais. Tu vas me dire oui. En fait, ça, c'est le principe de la recommandation. Et en fait, quand tu aimes naturellement recommander, donner des conseils, et on est tous comme ça naturellement, quand on aime quelque chose, on a envie de le partager avec son entourage. Et bien, Joli Moi, tout simplement, c'est la première plateforme qui va permettre à tous ceux qui sont passionnés ou experts, en l'occurrence de la beauté ou du bien-être, et bien de faire ces recommandations via des outils, via notre plateforme, pour le compte, sur la base d'un catalogue de marques qu'on a sourcé. Donc, c'est la première plateforme de ce qu'on appelle le social selling, de recommandations entre pairs. Et à partir de là, tu vas pouvoir conseiller, gagner de l'argent en faisant ça grâce à Joli Moi. C'est super clair. Merci pour le pitch. Alors, on va revenir dans le détail sur Joli Moi, comment ça fonctionne, parce que c'est intéressant de rentrer dedans. Avant ça, pour bien comprendre le marché, tu nous en as déjà un peu parlé. Le marché, alors est-ce qu'on dit cosmétique bien-être ? C'est quoi ? Il y a une détermination ? Oui, c'est beauté bien-être. C'est un marché qui est très large. Ouais. Beauté bien-être, c'est très large.
Un marché, pour le comprendre, c'est qu'il faut parler de l'offre, de la demande. Aujourd'hui, on va rajouter la notion de distribution, qui est le trait d'union entre l'offre et la demande. On a commencé à percevoir certains éléments de ce marché. Chacun d'entre nous doit avoir ses clichés ou ses avis sur comment ce marché se structure. Est-ce que tu peux, toi, nous le décrire en tant que, quelque part, professionnel de ce marché? Comment tu le perçois? Est-ce que c'est un marché, finalement, qui est organisé un peu poussiéreux, ancestral? Voilà, comment ça fonctionne? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas parler de ce marché sans à un moment évoquer aussi l'e-commerce et la digitalisation du marché. Si on revient un petit peu en arrière, parce que moi, c'est un petit peu l'évolution que j'ai suivie aussi à travers mes 2 startups. Et je pense que sans ces évolutions, et notamment les nouveaux moyens de communication, on n'aurait pas pu aujourd'hui créer le modèle qu'est Joli Moi. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on a une marque, quelle qu'elle soit, et qui traditionnellement va se distribuer via des réseaux spécialisés. Plutôt, d'ailleurs en France, c'est assez spécifique, avec quand même une segmentation assez forte en fait des réseaux. C'est-à-dire que moi, si je me rappelle quand j'étudiais pour ma distribution pour Dermance, comment c'était segmenté, on avait les marques à l'époque vraiment très dites pharma ou over the counter, enfin voilà, les marques étaient distribuées en pharmacie. Donc il y avait même des codes marketing, une façon de se présenter qui était quand même fait pour cette distribution identifié pour monocanal, enfin voilà, assez ciblé monocanal pharma. Donc là déjà à l'époque on avait des très belles réussites de marques entre guillemets indépendantes qui étaient comme Caudalie, on se rappelle de ces marques-là, Nux, etc. Donc il y avait déjà un renouveau côté produit de la pharmacie. Mais ce sont des marques typiquement qui sont distribuées en pharmacie. Pharmacie, mais très ciblées pharmacie. Voilà, il y a plein de marques, et après Filorga, etc. On avait des marques, donc les marques du sélectif, donc là c'est la distribution sélective, donc ça c'est les corners beauté, grands magasins, la parfumerie, Marionneau, Sephora, évidemment. Donc là, ce sont des produits L'Oréal qui sont distribués là-dedans. Alors, il y a la division luxe de L'Oréal. Voilà, donc c'est plutôt le sélectif, c'est les grandes marques sélectives, avec des réseaux. Les Guerlain, les Estée Lauder, voilà, les Sisley, ces marques-là. Et qui, elles, pour le coup, ont aussi sur le marché des contrats de distribution dits sélectifs, donc avec des normes, et Clarins par exemple aussi, et donc avec toute une batterie d'obligations pour les distributeurs à respecter, et ça aussi pour protéger leur distribution. Donc ça dans une vision vraiment à nouveau de positionnement de la marque sur le sélectif, etc. On a déjà à l'époque l'émergence, mais c'est pas du tout aussi fort qu'aujourd'hui, de jeunes marques dites indie brands, donc les marques indépendantes, qui sont des jeunes marques qui se créent et qui, elles, pour se distribuer, elles vont avoir le choix donc, de ces réseaux un peu sélectifs. Il y avait aussi les magasins un peu plus spécialisés sur le bio, qui n'avaient pas du tout l'audience qu'ils ont aujourd'hui, mais il y avait déjà des premières, les Mademoiselle Bio, etc., ou d'autres. Et donc, il y avait plusieurs canaux comme ça sur lesquels on pouvait se distribuer. Et le e-commerce, évidemment, donc, qui était moins profond qu'aujourd'hui. Faut quand même savoir qu'encore aujourd'hui, le retail dans la beauté et notamment dans le sélectif va continuer de représenter 80-85% du marché en valeur. Donc ça reste très fort. Mais le e-commerce progresse énormément. Donc quand on revient 12 ans en arrière, il y avait le e-commerce, mais c'était déjà beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Donc, dans quelle mesure les marques, là tu en as cité un certain nombre, comment les marques ont évolué dans leur relation à leurs consommateurs? En fait, quelque part, la question que je veux te poser, c'est celle du D2C. De plus en plus de marques s'adressent directement à leurs consommateurs dans d'autres secteurs que la cosmétique. Je pense particulièrement à Nike qui a beaucoup travaillé son réseau de distribution, enfin sa distribution générale avec un gros focus en D2C. Qu'en est-il dans le secteur de la cosmétique ? C'est une super question parce qu'en fait ça amène justement à parler de ces évolutions. Donc au départ on est quand même sur des distributions assez monocanales. On a un peu des boîtes noires, il faut le dire, pour les marques, c'est-à-dire que les distributeurs donnent assez peu d'informations. Peu de retours. Peu de retours. Ouais. Donc les marques connaissent
moins bien leurs clients ou pas du tout. Après, ça dépend des marques, parce qu'il y a des marques qui ont eu des démarches par exemple, le groupe Rocher avait déjà leur boutique en propre, donc il y avait aussi cette opportunité-là d'avoir ces boutiques en propre. Donc là, on a pour le coup une connaissance client qui est beaucoup plus forte. Mais si on parle de celles qui étaient via des distributeurs, c'était très différent, elles connaissaient mal leurs clients. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir émergé grâce au développement d'Internet, notamment, des nouveaux modèles de communication, des nouveaux formats. Et là, le consommateur s'est emparé aussi de ces nouveaux moyens de communication pour parler de ce qu'il aimait. Et dans la beauté, comme dans la mode ou dans d'autres secteurs lifestyle, c'est très puissant. Il y a des passionnés, des gens qui aiment parler des produits, qui aiment les partager. Et donc là, il y avait les blogs, les blogueuses, si on se rappelle bien. Et c'est comme ça aussi que... En fait, les marques ont commencé... C'est fou comme le temps passe vite, parce que on a l'impression que ça paraît hyper... Ouais, non, mais c'est un âge ancestral, voilà. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est c'est même pas en dizaines d'années. Ouais. Exactement. Donc on a... Et en fait, pour revenir à ta question, c'est là où commence à émerger, en fait, la possibilité d'une autre relation entre non seulement la marque et ses clients, mais aussi entre la marque et ses prescripteurs, entre la marque et... un public aussi un peu nouveau, qui est un consommateur plus, qui est un consommateur averti, qui commence déjà à faire de la recherche sur les ingrédients, sur les packs, etc. Et qui commence à en parler. Et donc là, non seulement... c'est important... Tu veux dire un consommateur qui ne gobe plus le discours marketing comme il avait l'habitude de le gober. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais... Si, bien sûr, non, mais... Au départ, on accueillait tout ce que les marques, qu'on nous disait de manière un peu, comme étant vrai, étant... une vérité. Une vérité. Et là, on commence à avoir des acteurs, notamment les blogueurs, et notamment dans la beauté, qui commencent à parler du produit, à faire des expériences produits, à tester les produits, à en parler, c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc la marque, ça lui donne des informations très précieuses, mais au-delà de ça, elle est obligée de s'intéresser à ça, parce qu'elle ne peut pas faire abstraction de tout ce qui se dit sur sa marque. Surtout qu'à l'époque, on était quand même dans un modèle de communication très top-down, où la marque contrôle son image, et notamment dans le sélectif, il y a une perfection de l'image, du produit, le marketing du produit qui est extrême. Et d'ailleurs, en France, ça c'est une grande force, on est excellent en formulation, en produit dans notre industrie, c'est une vraie force. Et donc, on a envie de maîtriser en tant que marque sa communication, ce qu'on dit sur le produit, comment on présente le produit. C'est un marketing très très fort et qui laisse très peu la liberté finalement à l'expression de ces gens. Quand ces gens-là arrivent, la marque commence à se rendre compte qu'il y a peut-être une autre relation qui peut exister et qu'en tout cas, à un moment, on va perdre un peu le contrôle de cette identité. Donc il y avait un peu une phase d'observation. Puis après, les marques ont compris aussi que c'était un moyen de communication assez fort et de commercialisation. C'était un modèle de croissance pour elles d'aller chercher des nouveaux consommateurs via ces canaux de communication. Et c'est là où ont commencé les relations plus ou moins monétisées, en tout cas entre les marques et les blogueurs, etc. Bon, je vais aller vite, mais donc on est parti d'un modèle où les marques communiquaient en top-down auprès du client final avec des grandes campagnes, un marketing très léché, très contrôlé. Il y a encore des marques aujourd'hui qui essayent de contrôler au maximum cette image, mais de plus en plus avec ensuite les vidéos, ensuite les réseaux sociaux, etc. Tout ça s'accélère parce qu'en plus le format vidéo, le format photo fait que là où dans l'écriture, dans le blog, il y avait quand même disons une certaine complexité, engagement qu'il fallait pour pouvoir rédiger des articles, ça prend du temps, c'est pas forcément à la portée de tous. Là, l'explosion en fait des réseaux sociaux, du visuel, de la vidéo, tout ça s'accélère et donc tout le monde peut très simplement parler d'un produit et qui plus est d'un produit cosmétique, d'un produit de maquillage, d'un produit pour les cheveux, etc. Et là, on est passé d'une relation au départ très monocanale. Après, les marques ont compris qu'il fallait quand même chercher d'autres relais de croissance. On commençait à élargir déjà en physique même les différents canaux. Donc, on est passé sur des stratégies multicanales en y ajoutant ensuite le e-commerce et en y ajoutant ensuite vraiment ce qu'on appelle l'influence avec des relations monétisées auprès de toute cette population de conseillers vendeurs. Alors ça, c'est pas des conseillers vendeurs à l'époque, c'est des influenceurs. Et c'est comme ça, en fait, c'est cet écosystème-là et cette évolution-là et le fait que les marques sont passées d'une comme one to many à one to a few en passant par les influenceurs et maintenant a few to many. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de faire du many to many avec Joliment. Et comment, merci pour ces infos sur les marques. Le marché, il est distribué aussi par des revendeurs. On a commencé à parler de Sephora, Marionnaud et on peut en citer probablement encore d'autres.
Ces gens-là, ils ont aussi évolué ces canaux de distribution qui sont des intermédiaires vers une omnicanalité dans la distribution, au même titre que les marques ont voulu, elles aussi, faire les choses. On a tous constaté qu'aujourd'hui, tu peux préparer ta commande sur le site du distributeur Bien et sûr. puis faire le e-commerce a pris beaucoup de poids. Donc l'omnicanalité, elle s'est aussi imposée auprès des distributeurs habituels. On vient de parler finalement des marques, de la distribution, donc enfin finalement de l'offre. Distribution dit aussi demande. Les consommateurs, qui sont-ils aujourd'hui? Ont-ils évolué? Y a-t-il des tendances qui se sont accélérées? Que recherchent-ils? On a commencé un peu à répondre à ces questions-là, mais allons plus loin. A priori, tu vois, il y a des clichés. On se dit, les cosmétiques, c'est d'abord pour les femmes. Je te pose volontairement la question, parce que je sais que le segment homme est un segment, je crois, en forte croissance. Bref, voilà, côté demande, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Mais alors, côté demande, en fait, il y a eu l'effet miroir de ce qu'on décrivait pour les marques. C'est-à-dire que on commence à s'interroger plus sur... qu'est-ce qu'on met sur notre peau finalement, qu'est-ce que je suis en train d'appliquer. Les blogueurs et les influenceurs ont eu le mérite à un moment il y a eu, notamment au départ, ce qui était très, très fouillé, c'était vraiment tous les ingrédients. Donc on a commencé à se poser aussi beaucoup la question finalement de la composition aussi des produits qu'on applique. Il y a leur efficacité, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et donc le consommateur est devenu plus curieux. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est que parfois ça a créé beaucoup de confusion parce qu'il y avait beaucoup de sources d'informations. Il y avait aussi la presse féminine et beauté, avec des journalistes aussi autour de ces thématiques-là qui avaient des articles. Enfin moi je me rappelle quand même de tout le débat sur les parabènes à l'époque qui a fait, entre guillemets, trembler l'industrie avec des études. Bon, bref. Donc, il y a eu concomitamment des nouveaux moyens de communication digitale et des personnes qui s'exprimaient sur les produits, les ingrédients, donc qui ont commencé à ouvrir un peu la boîte noire, finalement, quand même, de ce qu'est ce produit cosmétique qu'on applique, qu'est-ce qu'il y a dedans. La presse aussi s'est un peu engouffrée là-dedans. Et donc, on a eu un consommateur qui reste parfois un peu perdu parce que beaucoup de sources d'informations différentes, certaines vraies, certaines pas vrai en fait, voilà. Et donc, en tout cas, ça a créé une ouverture et un intéressement. Aujourd'hui, le consommateur, il est beaucoup plus défiant vis-à-vis des marques et du discours des marques, et ça ne fait que s'accélérer. Il y a aussi beaucoup de scandales sanitaires, alors moins quand même dans les cosmétiques, qui est en plus hyper réglementé, mais aussi quand même l'alimentaire est pas très loin. Et en fait, tout ça fait se poser aussi pas mal de questions sur, ok, mais c'est quoi ? Il y a un lien entre les deux, j'aurais jamais imaginé. Le consommateur, il fait un lien entre ce qu'il ingurgite et ce qu'il se met sur le visage? Non, mais il y a des tendances. En fait, il y a des tendances assez similaires. Par exemple, si on revient sur l'émergence des applications qui sont un peu dans la continuité de ce qu'on décrit là, de Yuka, de Clean Beauty. Yuka a démarré par le food scoring et c'est très vite, en fait, a très vite évolué aussi vers la beauté. Aujourd'hui, c'est les principaux deux segments sur lesquels ils travaillent. Ce qui est sûr, c'est que dans la consommation et les biens de consommation, le consommateur... ce qu'il vit et ce qu'il fait avec la nourriture et l'alimentaire, il y a aussi quelque part, il consomme et il y a un effet halo aussi sur tout ce qui est beauté et produits de consommation de la beauté. Okay. Et donc c'est vrai qu'il y a pas de lien, on va dire indirect, mais il y a des liens indirects dans la tête aussi du consommateur et on voit d'ailleurs que ce qui s'est produit dans l'alimentaire... non, mais ça touche le corps. Ça touche le corps, voilà. Donc, mais après, c'est pas un lien forcément... je vais pas jusqu'à dire que chaque consommateur réfléchit à ce qu'il mange par rapport à sa beauté, mais en tout cas, tout ce qui se passe sur l'alimentaire et qu'on ingère, ça a créé aussi des réflexes de regarder maintenant les food scoring, de regarder le gras, enfin aussi avec une démarche santé. Et ça, c'est sûr que ça a un impact aussi sur la démarche qu'on va avoir avec son cosmétique. Et en plus, il y a ces applications qui ont émergé, qui ont facilité la lecture des ingrédients, parce que c'est vrai qu'une listing key, autant... une liste d'ingrédients sur un produit alimentaire, c'est déjà pas forcément toujours très clair, mais dans la cosmétique, c'est quand même compliqué. Oui, mais même pour des gens qui sont spécialisés. Donc ces apps ont eu le mérite aussi de créer de la transparence et de la lisibilité. Et petite anecdote, nous, on a commencé très tôt aussi, chez Julie Moi, à travailler avec ce type de solution. Donc bref, le consommateur creuse, s'intéresse, défie et remet en question le discours des marques et a envie aussi, c'est une tendance de fond,
de plus de naturel, de plus de sustain, de pérenne, de durable aussi, parce qu'aujourd'hui, et ça s'est accéléré avec la crise Covid récente, on prend conscience qu'il faut mieux consommer, qu'on a un rôle à jouer aussi dans ce qu'on choisit d'acheter, parce que si on décide en tant que consommateur et massivement demain que tel ingrédient, que ce soit de l'huile de palme ou le parabène ou autre, eh bien ça ne nous va plus parce que c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre en termes de sécurité pour nous ou de durabilité pour la planète. Si on arrête de consommer ces ingrédients, l'industrie, elle s'adapte. Et ça, on le voit hyper vite. Les grands industriels, les grandes marques s'adaptent et sont en train de repenser leur formule, sont en train de repenser leur packaging, sont en train de transformer l'industrie. Alors, c'est un temps long, forcément, on ne transforme pas une industrie comme ça, mais c'est en marche. Et donc, c'est ça, surtout pour moi, la grande transformation. Ça n'a jamais été aussi rapide que ça l'est aujourd'hui en même temps. Très, très rapide. Et on le savait, moi je savais il y a 12 ans que... Donc le consommateur averti, le consommateur qui cherche quelque chose qui est en rapport avec son système de valeurs, quelque part. Et qui est très personnalisé aussi, quelque chose qui lui correspond à lui. À lui, voilà. Et il y a pas aussi forcément toute cette tendance de personnalisation. Aux autres. Ouais. Et pour parler homme-femme, c'est cohérent de toujours segmenter le marché entre les hommes et les femmes? Non, le marché de l'homme est en très forte croissance, mais continue de représenter malgré tout une petite partie quand même du marché des cosmétiques. Voilà. D'accord. Et on l'adresse de la même façon que celui des femmes, tu crois? Alors c'est intéressant parce que on en parlera peut-être après, mais nous, alors il y a des marques aujourd'hui qui s'attaquent typiquement Horace, qui est vraiment une marque très intéressante qui adresse le marché de l'homme. Et c'est l'une des premières marques, en tout cas pour moi, sur le marché français, qui a commencé à construire des vraies stratégies de communication vis-à-vis des hommes. Et c'est très communautaire. Donc, en fait, on rend l'homme acteur de sa beauté, mais avec des produits... c'est pas le même marché que la femme, quoi. C'est des produits efficaces, très simples, multi-usages. Voilà, il y a quand même une démarche autour du cosmétique de l'homme qui est pas du tout celle de la femme. Donc, il y a une éducation à faire. Les femmes consomment des produits cosmétiques depuis bien plus longtemps que l'homme, donc je pense que c'est en évolution, mais on n'adresse pas l'homme comme on adresse la femme. Bon, merci pour ces éléments de marché. On a pris le temps de les poser parce qu'effectivement, c'était important de bien saisir le sens de tout ça, l'offre, la demande, la distribution. Parle-nous maintenant de Joli Moi. Tu as fait le teasing tout à l'heure quand tu as parlé de ton parcours. Je crois qu'on a compris un peu comment l'idée de Joli Moi est née. Repartons de là peut-être. C'est quoi la suite de l'histoire? Comment finalement tu viens intégrer ces demandes? Est-ce que tu crées une nouvelle société? Et puis finalement, en fait, il y a de la techno, parce que tout à l'heure tu parlais de plateforme. Bien sûr. Contrairement à Darmance, Joli Moi, c'est avant tout une entreprise de la tech. Exactement. C'est pas une entreprise de cosmétiques. Donc là, il y a un vrai shift. Ouais. Du coup, ça répond à ta question. Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une nouvelle société, puisque le projet et la vision de Joli Moi, c'est une plateforme tech avec des outils. Et le propos, c'est vraiment de digitaliser et de professionnaliser ces métiers du conseil et de la vente par recommandation, et de trouver en fait les clés pour finalement dupliquer, répliquer pour toutes les marques et les biens de consommation ces modèles de conseil et de vente. Où historiquement, on a affaire à des pure players, des monoplayers, enfin des gens qui ne vendent que leur marque et qui développent leur modèle de distribution en direct avec des communautés de vendeurs, mais pour leur marque. Et donc, finalement, qui ne sont pas forcément réplicables pour toutes les marques. Et surtout avec des méthodes à chaque fois qui sont très différentes. Moi, ça, j'ai pu l'observer dans ma première entreprise. Quand tu essayes, toi, de te lancer et de créer ta communauté, ton modèle économique et tout, en fait, tu te rends compte que chacun fait un peu à sa sauce. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était de créer un modèle qui puisse s'appliquer à toutes les marques et surtout qui soit digital et tech pour notre communauté d'indépendants. Donc, on crée une nouvelle société parce que c'est un projet extrêmement différent et qui n'a pas les mêmes ressorts du tout que le premier. Moi, je démarre au départ, j'embarque mes investisseurs de la première heure qui réinvestissent dans cette société avec vraiment des petits montants, mais au départ, pour faire un test, pour faire ce qu'on appelle un proof of concept, très vite et sans tech. Parce que, en fait, la tech, ça coûte cher. La tech, ça prend du temps. Et avant même, et ça, c'est hyper important de développer la plateforme tech de Joli Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà essayé de convaincre des marques
pour comprendre si elles seraient OK pour être distribuées de cette manière-là, parce que là, c'est un nouveau modèle de distribution qui n'existe pas en France pour les marques, hein, donc il faut les convaincre d'ajouter une corde à leur arc. Ouais, c'est de leur dire, chère marque, vous allez être distribué au travers d'un réseau de micro-influenceurs. Est-ce que Exactement, c'est ça, d'indépendants, mais enfin, voilà. qui exercent en fait un rôle de micro-influence, c'est-à-dire l'idée, c'est pas d'avoir des millions de followers, c'est pas l'idée parce qu'on est dans le conseil et l'accompagnement. C'est Donc on ça, ne peut pas suivre des millions de personnes personnellement. C'est finalement comme un institut en ville qui a sa clientèle de quartier et puis les personnes qui travaillent dans cet institut qui connaissent leurs clientes. Oui, ou même la parfumerie même de parfumerie de quartier. Où à l'époque, on avait, alors ça existe de moins en moins, mais on avait vraiment sa parfumerie locale avec la conseillère qui était là tout le temps et qui vous connaissait. Et quand vous reveniez, elle vous connaissait, elle vous conseillait. Voilà, il y a cette notion de local en fait. Oui. Et c'est de leur dire, ces personnes-là, vous n'avez jamais travaillé avec elles, vous ne les connaissez pas, mais moi, je vais être le garant, en fait, je suis le tiers de confiance. C'est un peu ça ? Exactement. Ce qu'on a voulu créer avec cette plateforme, donc nous on est vraiment plus sur un modèle de social selling responsable. Le social selling, je le redis parce que c'est important parce qu'il y a un peu plusieurs définitions qu'on peut entendre sur le marché. La façon dont nous on l'entend, c'est vraiment les modèles de vente par recommandation, vente à domicile, vente privée, qu'on digitalise et notamment via les nouveaux moyens de communication, donc via les réseaux sociaux. Mais on a bien affaire à des communautés de conseillers vendeurs. Ça, c'est important parce que ça n'est pas juste de l'affiliation plus, parce que l'affiliation, ça existait, donc c'est pas ça. Mais certaines marques considèrent que le social selling, c'est des communautés de clients presque, voilà, qui vont vendre leurs produits. Nous, c'est vraiment des communautés de conseillers vendeurs qu'on forme, qu'on outille et qu'on professionnalise pour pouvoir faire ce métier. Donc ça, c'est ce que tu leur promets, aux vendeurs. Et c'est ce que je garantis aux marques aussi. Quand tu vas les voir pour leur Exactement. dire, on va faire un POC, est-ce que... Alors à l'époque, si on revient quelques années en arrière, là, on n'en est pas encore complètement là. Ce que je leur dis, c'est, moi, j'ai créé pour ma marque un réseau de conseillers vendeurs. C'est génial, c'est une superbe expérience. On fait des ateliers à plusieurs ou des ateliers individuels. Et là, j'ai une personne qui va conseiller et vendre ta marque auprès du consommateur final de manière hyper authentique, avec une vraie expérience client qui est juste dingue, parce que le conseil va passer 1 heure avec la personne. Est-ce que tu serais OK pour me confier quelques produits ? À l'époque, il n'y a même pas de nom. Les premiers tests ont été faits, il n'y avait pas le nom Joli Moi, il n'y avait pas de site, donc tout a été fait sur papier pour le coup. Est-ce que tu es OK pour me confier quelques produits ? Et moi, je vais aller faire des tests, et déjà, je vais essayer de comprendre comment on amène cette expérience que je connais très bien, justement, monomarque, l'atelier beauté monomarque, le conseil one-to-one monomarque, super, ça je maîtrise bien. Comment est-ce qu'on passe de ça à une plateforme où potentiellement j'ai des centaines de marques et plein de catégories différentes, du maquillage, du skincare, du complément alimentaire, etc. Une profondeur, là tu parlais tout à l'heure finalement de gamme pas assez profonde. Là, Exactement. Pour pouvoir servir de manière très personnalisée tout le marché, tous les clients de la beauté. Et donc, au départ, je me focalise pour ce pot sur le skincare, parce que c'est ce que je connais de mieux, donc le soin visage. Donc, je fais appel à quelques marques de soins visage et je repars à fond sur le terrain et je fais ce qu'on appelle les beauty parties. Je commence mes premières beauty parties, c'est moi l'animateur, c'est moi le conseiller et j'ai ma petite mallette avec mes produits. Et au départ, c'est avec mes copines. Puis après, j'essaye de sortir du cercle. Ça, c'est important de copines pour avoir des avis un petit peu externes. Moins biaisés. Voilà, moins biaisés. Non, et puis en plus, c'est important aussi de voir d'autres profils même de clientèle. Et je teste comme ça. J'en fais 20, 30. Et à chaque fois, je fais remplir des questionnaires. Et à chaque fois, j'essaye de noter aussi, moi, l'expérience en tant que vendeur que j'ai et les freins que je rencontre, même si j'ai fait de la formulation, je connais hyper bien mes produits. Donc, je connais. Mais même moi, je me dis, oula, c'est quand même compliqué. Et là, j'avais 4-5 marques en test, donc j'en avais pas des dizaines, j'en avais que 4-5. C'est compliqué quand même d'être pertinent pour chacun en groupe. Si je veux faire un vrai conseil personnalisé, il faut que ça aille vite. Mais pour que ça aille vite, c'est compliqué. Et c'est de là qu'est né en fait le premier produit tech de Joli Moi, c'était le Beauty Affinity. C'était tout simplement un outil qui allait permettre de manière informatique, via des algorithmes, et d'aider
finalement plus mon vendeur que mon client, qui était de dire, ok, j'ai un client en face de moi, je comprends qu'il cherche une marque comme si vegan, positionnée française, made in France, mais il veut pas de parabènes, et puis le problématique de sa peau, c'est ça. C'est quoi le meilleur produit, c'est quoi la meilleure marque dans ma besace pour lui faire sa meilleure recommandation beauté multimarque. Et cet outil-là, le Beauty Affinity, ça a été ça. Ça a été un chatbot pour bien récolter les besoins clients et des algos pour faire matcher les besoins clients avec le catalogue. Là, on est dans le cœur du système. Le cœur du système. Mais c'est le premier produit tech pour aider effectivement ce conseiller ambassadeur qui est plus ou moins spécialiste. Parce que le propos, c'est quand même bien de dire que tout le monde demain peut rejoindre Joli Moi parce qu'il a envie, il est passionné, il aime faire de la reco et qu'il aime accessoirement les réseaux sociaux aussi, ça aide. Et bien il peut rejoindre Joli Moi et quel que soit son niveau d'expérience, son niveau d'expertise, il va trouver chez Joli Moi les outils pour être pertinent et bien faire son métier. Parce que le cœur du truc, le cœur de l'expérience, et ce qui crée l'émotion, c'est la relation humaine avec le conseiller vendeur. Et donc nous, ce qu'on crée comme outil, c'est tout ce qui va crédibiliser sa démarche, c'est-à-dire les outils de recommandation beauté, les outils de CRM, les outils de live shopping, qui l'aident finalement à dispenser cette émotion et ce conseil. Voilà. Et c'est ça qu'on a commencé à créer. Donc la tech, elle est au centre du dispositif de Joli Moi. Aujourd'hui, elle est utilisée, donc je le disais, par plus de 5000 personnes Absolument. Sur le territoire français. D'ailleurs, il y a une organisation géographique ou alors c'est assez bien réparti. Alors, comment c'est... Il y a quand même aujourd'hui la répartition et le maillage de ces 5000 personnes est plutôt bien réparti. On est vraiment présent partout. Après, il y a des zones assez classiques qui sont plus denses, comme le sud-est, la région parisienne, et des zones moins denses, comme le centre de la France. Ça suit la démographie, de la population. Donc finalement, 5000 personnes qui sont autant de vendeurs au service de Joli Moi un peu partout. Donc il y a en fait la techno qui est au service de ces vendeurs pour les aider et les accompagner dans le social selling. Et il y a un site internet où finalement le kidam peut aussi aller acheter les produits qu'il veut. Il peut aller sur le site de Joli Moi. Oui. Et puis finalement commander ou recommander les produits qu'il aime. Ouais. C'est deux approches qui sont complémentaires mais différentes. Alors en réalité aujourd'hui le modèle de Joli Moi c'est vraiment un modèle B2B2C, c'est-à-dire que nous notre métier c'est vraiment de recruter, justement notre savoir-faire ça va être d'identifier et de recruter des talents et des passionnés qui vont devenir aujourd'hui stylistes de beauté, c'est leur nom. Et donc ces indépendants, on les recrute via des campagnes physiques ou digitales, ça c'est assez classique. Et après, on va donc ils signent un contrat sur la plateforme jolimoi.com. Et à partir du moment où ils ont signé un contrat, ils achètent un petit kit de produits. Et là, ils vont avoir accès tout de suite à une application du coup, qui n'est pas connue du grand public, qui est une application business. Ils la téléchargent sur leur téléphone. C'est une PWA, donc en plus, c'est hyper light comme téléchargement. Et derrière, ils vont pouvoir commencer à travailler et utiliser nos outils. Et c'est comme ça qu'ils vont faire du conseil et de la vente grâce aux outils de Joli Moi. Tu parles d'un abonnement, d'un contrat avec les vendeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Il y a finalement un engagement financier qui est attendu de leur part. Est-ce que ils peuvent utiliser les outils qui sont mis à leur disposition facilement? Il y a un modèle d'abonnement effectivement qui est en dessous de 3 euros, donc qui est 2,90 euros, donc qui est très accessible. Ça, c'est un fee mensuel. Un fee mensuel. Ouais, c'est pour dire que tu t'engages, quoi. Tu t'engages. Ça te donne accès à une version basique, mais déjà très élaborée, très aboutie de l'application, qui te permet vraiment de travailler et de faire l'activité vraiment à plein. Et puis après, on a commencé à développer des fonctionnalités premium, où là, en fait, quand tu deviens, en fonction du temps que tu souhaites investir et des revenus que tu souhaites générer grâce à cette activité, plus tu te professionnalises, plus tu développes ton business, plus tu vas avoir besoin d'outils plus élaborés, plus complexes,
qui honnêtement te servent pas forcément pour démarrer, donc ça sert à rien de les pousser au tout début. Mais là, tu vas pouvoir avoir accès à des abonnements premium pour avoir accès à ces outils. Donc plus tu montes en compétences, tu peux plus upgrader ton produit. Tu upgrades ton produit en Ta actionnant des options qui sont... Exactement. Qui sont Après, il n'y a pas d'autre engagement financier qui est demandé. Et si du jour au lendemain tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes du jour au lendemain. D'un mois sur l'autre, tu peux te désabonner, il n'y a aucun souci. On est sur les vendeurs, restons-y 2 secondes. C'est quoi ce que tu observes comme activité? Tu en parlais justement. Est-ce que c'est un complément d'activité? Est-ce que c'est une activité à temps complet, enfin je veux dire à 100%? C'est un entre les deux. C'est quoi ce qu'on observe? Sur les réseaux comme les nôtres, et ça c'est assez pour le coup, c'est relativement homogène dans l'industrie. On a environ 60% de cette population de stylistes beauté qui le fait pour un complément de revenu. Et donc, il va le faire, on va dire, 10 heures, 15 heures par semaine. Donc, c'est des gens qui ne vont pas forcément du tout faire ça à temps plein. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a aussi une population qui est à des niveaux de revenus aujourd'hui qui sont entre le SMIC et 2 000 € par mois net. Et donc, nous, on a un vrai objectif chez Jolie Moi de garantir et d'aider ces stylistes beauté à avoir 200-300 € quand c'est du complément de revenu par mois en complément de leurs revenus autres. Et c'est déjà c'est une énorme augmentation dans leur budget mensuel, en fait. Et c'est très fidélisant. Après, donc ça, c'est vraiment le gros du volume, c'est la masse. Et c'est hyper intéressant aussi parce que par ailleurs, au-delà de la rémunération, quand on interroge notre communauté sur... Pardon, la rémunération, attends, je fais juste une... Alors les commissions, ouais, c'est des commissions variables qui sont un pourcentage du chiffre d'affaires que les stylistes beauté vont générer sur la plateforme jolimois.com. Merci. Et juste pour finir sur le site, donc nous, effectivement, c'est un modèle B2B2C. Donc aujourd'hui, on recrute des conseillers vendeurs, donc des stylistes beauté, qu'on outille, qu'on forme pour aller faire l'acquisition du client final. Donc oui, aujourd'hui, tu peux arriver sur jolimois.com et commander tout seul. Ce sera peut-être pas toujours le cas. Mais nous, on ne génère pas de trafic sur la plateforme. Donc en général, le trafic qui arrive sur jolimois.com, c'est déjà un trafic qui est rattaché en fait aux stylistes beauté, puisque nos stylistes beauté ont aussi leur propre mini-site. Et ce site-là, c'est le site avec lequel elles vont communiquer auprès de leurs clients sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et quand le client se connecte avec le styliste beauté sur son mini-site ou via ses communications sur les réseaux sociaux, en fait, on a des systèmes d'attribution qui font qu'il est rattaché au styliste beauté. Donc après, quand il vient commander sur le site, le styliste beauté va être commissionné en pourcentage du chiffre d'affaires généré par le client. D'accord. Donc ça, c'est B2B2C. Donc en fait, aujourd'hui, on a zéro le chiffre d'affaires. Enfin, on n'a même pas 1% de notre chiffre d'affaires qui est généré en direct. En direct. Voilà. Alors, pour revenir sur les vendeurs, le gros de la masse se fait quelques centaines d'euros par mois. Une dizaine de clients par mois. C'est leur cercle proche, c'est les copains. C'est vraiment de la reco très proche. Mais ça marche bien. Ils sont très heureux de se former. C'est des passionnés de produits et de marques. Donc, ils adorent se former, parler aux marques, parce que ça, on a créé aussi des interfaces. C'est ça qui est génial entre les marques et notre communauté. Et puis après, le reste de la communauté, il y a, on va dire, si je segmente, 2 autres populations. Une population un peu intermédiaire qui est en phase de transition, qui a vocation à en vivre et donc qui est peut-être autour de 500 puis 800 € et qui chaque mois en fait augmente son revenu parce qu'il continue de développer son chiffre d'affaires. Soit il y a 2 façons de développer son chiffre d'affaires aujourd'hui chez Jolie Moi, soit à travers ses ventes personnelles, soit en développant aussi une équipe. On peut recruter des stylistes de beauté et les accompagner et finalement dupliquer ce que nous on sait faire en vente auprès de son équipe. Et là, on va avoir un pourcentage d'animation, des commissions sur le chiffre d'affaires qu'on génère grâce à son équipe. Donc on peut se développer comme ça. Et donc cette population intermédiaire, c'est de la cooptation. Une sorte de cooptation. C'est de la cooptation, mais derrière ils ont un animé, rôle. Quoi. Voilà, ils ont un rôle d'animation quand même. Ouais. Donc c'est je coopte, mais j'accompagne aussi. Après Jolie Moi, encore une fois, deuxième batterie d'outils, à développer beaucoup d'outils pour aider ces marraines et parrains à accompagner leurs équipes. Donc ça, c'est une autre brique d'outils. De management. De management et d'animation d'équipe. Et la troisième population, là, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie, qui en vivent, qui ont des salaires qui vont de 2 500 à 25 000 € aujourd'hui par mois. Et ça, c'est des super développeurs et c'est des gens qui, clairement, sont dans une démarche hyper business, qui sont des vrais
tous les stylistes beauté chez Joli Moi, et quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, on collabore avec eux, on les interroge très régulièrement, notamment via l'app, on a des systèmes de questionnaires, enfin on a vraiment un accès à cette communauté et on communique avec elle en direct, en permanence. Mais par contre, c'est vrai qu'avec ces grands leaders, avec ces gens qui développent un gros chiffre d'affaires et qui en vivent, on a aussi une relation privilégiée et on travaille avec eux toutes les semaines pour continuer à optimiser le modèle, pour continuer à développer des nouvelles stratégies. Il y a une sorte de co-construction avec... Tout est co-construit. L'application aujourd'hui, elle a bientôt 2 ans, elle a un peu plus de 2 ans même. Cette application, elle est hyper pertinente et aujourd'hui, les acteurs du marché et notamment les vendeurs en premier reconnaissent, pour ceux qui ont déjà testé plusieurs solutions de marché, que c'est la solution la plus aboutie et la plus facile de prise en main. Pourquoi ? Parce que ce produit tech, pour le coup, cette application business, elle a été développée de zéro avec les conseillers vendeurs et en marchant. C'est vraiment test and learn, on fait des sprints toutes les 2 semaines. On rajoute petit à petit les fonctionnalités en fonction qu'on identifie des nouveaux besoins qui viennent du terrain. Il y a des nouveaux besoins qui viennent du conseiller vendeur et puis il y a des nouveaux besoins qui viennent aussi des clients. Donc on développe aussi après des solutions pour fidéliser les clients, pour mieux communiquer auprès du client final, etc. Un point qu'on avait évoqué au téléphone quand on a préparé l'enregistrement, c'est celui du choix du catalogue. Finalement, le vendeur, alors le conseiller beauté, donc c'est quoi le terme exact ? Styliste beauté. Styliste beauté. Elle a à disposition toute une panoplie de produits, de marques, et c'est elle qui va finalement, arrête-moi si je me trompe, mais faire le sourcing. Elle va décider parmi tout ce qui est disponible, ce qu'elle va vouloir présenter sur son mini-site et adresser finalement cette sélection elle a fait un travail de curation parmi tout ce qui existe pour proposer ça à ses consommateurs. C'est comme ça qu'il faut le comprendre Oui. ou alors je me trompe ? Non, absolument. Alors, ce qu'on a, en fait, plus on a pu élargir, et c'est vraiment notre vocation à nouveau pour pouvoir adresser de manière personnalisée chaque client, et grâce notamment à ces outils de recommandation beauté, le Beauty Affinity, on a vraiment une vocation à élargir le portefeuille de marque, à élargir sur différentes gammes, etc., ce qu'on est en train de faire. Et donc, on a beaucoup étudié les comportements de ces stylistes beauté vis-à-vis de ce portefeuille de marque. Le Beauty Affinity, il screen un client qui fait son Beauty Affinity avec n'importe quel styliste beauté. Il va tout passer en revue. Il passe tout en revue. Donc, dans la recommandation beauté qui est poussée au client, mais surtout derrière au styliste beauté qui, dans son application, a des informations évidemment beaucoup plus élaborées et abouties que ce que peut voir le client, il a toutes les marques. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'est aperçu qu'en fait, et c'est assez logique, on a des communautés d'intérêt. Et au sein de cette grande communauté de 100 000 personnes, on va avoir des personnes qui sont vraiment beaucoup plus intéressées par le maquillage, d'autres par le soin visage, d'autres par le soin capillaire, d'autres par les compléments alimentaires. Et même s'ils sont multi-catégories, ils vont quand même avoir une prédilection pour une catégorie souvent, et aussi pour des marques au sein de cette catégorie, ou quelques marques qui correspondent le mieux à leur mode de vie, qui correspondent le mieux à leur cercle, en fait, leur catégorie socio-professionnelle. Voilà. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que là, on va être capable aujourd'hui, et grâce à la tech et grâce à la data, d'aller toujours plus loin dans cette curation par le styliste beauté, qui, effectivement, a le choix de conseiller et de vendre les marques qu'il considère être le plus en affinité avec ses valeurs et avec les valeurs de sa communauté. Et donc nous, ça nous donne une grande liberté d'action pour aller toujours vers plus de ciblage aussi au sein de notre communauté et proposer des formations, de l'animation, les marques qui correspondent sous forme d'opt-in. Après, le styliste de beauté est toujours libre de rajouter autant de marques qu'il veut à son portefeuille. C'est lui qui choisit. Mais du coup, nous, ça nous permet aussi de communiquer, d'être toujours plus efficace dans à nouveau l'accompagnement, la formation, l'animation, par rapport à ce qu'il a choisi de travailler en priorité. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'au départ, il commence avec un petit pool de marques pour se lancer dans l'activité, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ça se fait assez bien. Et puis, plus le temps passe, et aussi avec les échanges intra-communautés, puisqu'on a un grand groupe où tout ce monde-là communique, on se dit « Ah tiens, c'est intéressant, je vois que toi, tu as développé ton chiffre d'affaires Je vous donne un exemple très concret. Je fais du soin visage, je travaille avec des super marques bio comme Absolution, Jane Scrivener. J'ai vu qu'il y avait une autre styliste beauté qui avait développé une technique avec de l'automassage et des accessoires d'automassage et que ça se vend super bien avec les soins et du coup ça augmente son chiffre d'affaires. On les encourage et on les accompagne là-dessus aussi, mais tiens, je vais moi aussi me former sur les accessoires et comme ça je vais pouvoir élargir mon champ des possibles. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait il n'y a pas de limite, quoi. Ouais, donc la communauté est une force. Tu parles de chiffres justement. Faisons un petit focus sur quelques chiffres pour donner la mesure. Le nombre de marques aujourd'hui disponibles. 60. Une soixantaine de marques. On a parlé 5000 vendeurs.
Le chiffre d'affaires, globalement, c'est quoi aujourd'hui de Joli Mois? Alors l'année dernière, on a fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc en 4 ans, pour le 4e exercice. Oui. Donc j'imagine avec des croissances à 3 chiffres. À 3 chiffres, voilà. Très intense. Et justement, la croissance, c'est l'autre chiffre sur lequel je voudrais t'entendre. La croissance, elle peut être organique, elle peut être sur fonds propres. Souvent, il y a besoin de carburant pour l'alimenter, cette croissance. Là, tu nous parles de tech, d'outils. On va faire un focus après ça sur le live shopping, la solution que vous avez développée. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais qui est une pierre hyper importante de l'édifice. Tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent. Vous avez levé de l'argent. Oui, absolument. Alors, tu as raison. D'abord, on continue d'accélérer. On a un vrai enjeu autour des données, puisqu'on a la chance d'avoir tout un modèle qui nous permet de connaître nos clients, de connaître nos stylistes beauté, de connaître nos marques et nos catalogues, et donc à nouveau de craquer grâce à cette donnée tout ce qu'on appelle le modèle de social selling, de comprendre les interactions en digital, en physique, les conversations pour comprendre ce qui fait qu'on passe, qu'on est fort sur le conseil, qu'on est pertinent, qu'il y a du repeat, etc. Donc, typiquement, il y a aussi toute une brique data engineering, data science, data analyse. Et ça, c'est des personnes qui coûtent cher. Donc, effectivement, la levée de fonds, on a fait une levée de fonds de 7 millions d'euros qu'on a annoncé là en début d'année, notamment avec des fonds d'investissement, qui va nous permettre, cette levée de fonds, de recruter des talents en interne. Il y a beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, il y a combien de personnes? Aujourd'hui, on est 40 chez 40. Joli Mois. On va être 60, je l'espère, d'ici la fin de l'année, si on arrive à recruter tous les gens qu'on veut recruter. Mais en tout cas, sinon, ce sera début 2023. En fait, on a un gros plan de recrutement autour de, on va dire, un triptyque qui est toute la brique tech, produit, donc tout ce qui est une équipe produit, CPO, des chefs de produits, toute l'équipe data, donc il y a à nouveau data produit, on entend les features de la là, on plateforme. Parle vraiment de la plateforme. Ouais. Quand on parle de l'équipe produit chez Joli Mois, on n'a pas notre marque en propre. Voilà. Donc, non, mais comme on en a parlé tout à l'heure, je le reprécise. Il ne faut pas créer de confusion. Ouais. Là, on va recruter, on a déjà des personnes au produit, donc c'est des UX designers, ce sont des product owners, tous ces gens-là qui travaillent sur le produit tech et qui sont vraiment une pierre angulaire entre le marketing et la tech. Et l'équipe marketing aussi qu'on va accélérer, puisque on a beaucoup d'ambition et il y a beaucoup de demandes côté marque. Donc, on a beaucoup de choses aussi à faire avec les marques pour les promouvoir dans l'écosystème. Oui, pour travailler au mieux avec la communauté des stylistes beauté qui sont aussi très en demande. Donc, il y a plein de projets assez passionnants. On est vraiment en train de réinventer aussi le marketing et la façon de conseiller et de vendre ces marques-là via des communautés. Donc ça, c'est très passionnant. Voilà, donc la levée de fonds, c'est fait pour ça. Et puis c'est fait aussi pour accélérer sur tout ce qui va être évidemment la brand awareness, la notoriété et l'acquisition des stylistes de beauté, puisque tu parlais de croissance et de croissance organique. C'est vrai qu'on a un modèle qui est hyper puissant parce qu'il y a un network effect qui est très fort. C'est quoi le network effect? C'est justement ce modèle de cooptation dont on parlait. C'est qu'en fait, juste pour te donner un ordre d'idée et te donner quelques chiffres, aujourd'hui, nous, on a 75% de la croissance, elle vient du réseau. C'est-à-dire, et c'est une très grosse croissance. Et plus le réseau grossit, plus ça va vite. Donc nous, il faut qu'on soit capable de suivre aussi... Pour l'onboarding, pour la tech, les outils, les montées en charge. Il y a aussi, aujourd'hui, nous, on gère aussi toute la partie logistique de nos marques. Donc il y a aussi toute une brique... Tu veux dire, les marques vous livrent et vous redistribuez. Exactement. Donc il faut aussi scaler tout le centre logistique. Ça, c'est... T'achètes en wholesale? On a surtout un modèle aujourd'hui de dropshipping, donc c'est plutôt du dépôt-vente. Okay. Après, pour certaines marques, on peut faire des exceptions, notamment des marques étrangères. Mais on privilégie plutôt un modèle quand même de dépôt-vente parce que l'idée, c'est d'élargir le nombre de... Et vous livrez directement le client final. Par contre, on livre directement le client final. Et donc, pour reboucler aussi par rapport à ce qu'on disait, Joli Mois, on a créé en fait l'écosystème de réassurance pour les marques, pour le client final qui paye Joli Mois,
qui est livré par Joli Moi, mais derrière avec un modèle d'intermédiation qui sont ces stylistes beauté qui, eux, apportent toute l'expérience client et qui est assez unique parce que c'est unique quand même de pouvoir avoir quelqu'un en personne. Tout le back-office est délégué. Tout le back-office, on est géré. Donc eux, en fait, les marques n'ont pas grand-chose à faire, vraiment. Les stylistes beauté se consacrent sur leur cœur métier qui est l'expérience, le conseil, créer du contenu aussi pour donner envie. Et derrière, le client, il a un service super avec toutes les garanties du professionnalisme. Parce que faire de la logistique, faire du service client, c'est un métier. Et ça, on sait très bien le faire. Et donc, on décharge aussi nos stylistes beauté de tout ça. C'est-à-dire le service client, typiquement, où en est ma commande, qui est la question récurrente des services clients. Alors ça, en fait, on a un service client... Il y a quand même un premier front qui va être le styliste beauté. Ouais. Et on a créé les outils dans l'app pour que le styliste beauté, effectivement, puisse répondre à toutes ces questions basiques. Où en est ma commande, et ça, il y a même des trainings savoir-être, service client premier niveau pour nos stylistes beauté. Donc, il y a une partie du service client qui est effectivement déportée sur la communauté. Et c'est génial parce qu'en fait, toi, tu commandes chez Joli Moi, tu as eu ton conseil par ton styliste beauté. En fait, tu as vraiment naturellement envie de parler à ton styliste beauté de où en est ma commande. C'est comme ton commerçant local, c'est ce que tu disais en fait. Donc, tu vas plutôt t'adresser à lui en premier. Et si le styliste beauté ensuite n'est évidemment pas en capacité de gérer toute la problématique logistique, dans ces cas-là, il entre en interface avec notre service client à nous. Et c'est là où nous, on prend le relais et on va solutionner tous les problèmes. Okay. Mais je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de réseaux sur le marché où il n'y a pas de service client et où le conseiller vendeur doit vraiment tout gérer, c'est-à-dire même gérer les retours aux transporteurs, etc. Nous, aujourd'hui, on prend tout ça en charge, on le sécurise. Et donc, c'est ça aussi qui crée une superbe expérience client. Ouais, et que c'est fluide et que ça fonctionne bien. Alors, merci pour ces explications. Je le disais tout à l'heure et même en introduction, le live shopping vient naturellement dans la palette des outils à disposition des stylistes, je ne vais pas y arriver, stylistes... Beauté, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que vous avez développé et comment c'est utilisé et aller jusqu'au sujet du paiement, en fait, parce que comment ça se passe finalement là-dedans. Ouais. Le live shopping, typiquement, c'est une des briques les plus récentes qu'on est venu ajouter à la batterie des outils social selling qui sont à disposition pour nos stylistes beauté dans leur application. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Je pense que c'est important. Donc, comme on le disait aujourd'hui, nous, on a une communauté d'indépendants et c'est eux qui vont être en charge, grâce aux outils qu'on développe pour eux et au training, de recruter, de conseiller et de vendre au client final. On s'est aperçu que depuis le début, il y a beaucoup... Nous, on avait la plupart des interactions avant le Covid, c'était 60% des premiers touchpoints en digital et 40% en physique. Avec le Covid, on est passé à 100%. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 75-25. Donc 75% digital, 25% physique. D'accord ? En premier touchpoint. Donc rencontre avec le client, première interaction avec le client. En digital, la façon dont cette interaction se produit entre le styliste beauté et le client, c'est plusieurs choses. C'est du testimonial, c'est du test produit, c'est du texte et de l'image, c'est beaucoup de vidéos et c'est beaucoup de live. Donc, c'est-à-dire, je fais un live sur Facebook, je fais un live sur Instagram pour parler du produit, pour raconter peut-être ma vie, pour parler d'une expérience et ou d'une thématique pour ensuite échanger avec ceux qui me regardent et qui sont intéressés par ces sujets-là et les accompagner dans leur propre beauté, dans leur routine beauté, etc. Dans notre optique et dans notre vision, qui est de vraiment comprendre ces interactions en social selling, qu'est-ce qui se passe, et c'est une connaissance qui est hyper précieuse parce qu'en fait, c'est des conversations, on parle du produit, on parle des marques, on parle des besoins du client et de ce qui permet ensuite de transformer. Et bien ça, on a voulu mieux le maîtriser, mieux le comprendre, et pour faire ça, et surtout créer une expérience aussi pour l'utilisateur final qui soit beaucoup plus en adéquation avec ce que nous on propose chez Joli Moi, à savoir la personnalisation à travers le Beauty Affinity avec le match beauté, à savoir le côté vraiment facile. Et c'est vrai que sur Instagram ou sur Facebook, les lives, alors elles mettaient... il y a une accélération des outils aussi shopping sur ces réseaux-là, mais
en gros, elles faisaient leur live et puis ensuite elles mettaient en commentaire des liens vers les produits. Bon, voilà. Même Style Beauté n'avait pas forcément des outils de tracking sur précis. Enfin, c'était difficile pour eux de maîtriser combien ont suivi leur live, combien ont cliqué. C'était un peu du bricolage. Bon, ça marchait bien. Ça marchait, franchement, ça marchait. Mais on a estimé qu'on était capable de faire mieux en termes d'expérience client et d'expérience vendeur. Parce qu'au fond, ce qui est hyper important chez Joli Moi et dans notre métier, comme on est sur une base d'indépendants et de gens qui font ça beaucoup aussi en complément de revenus, c'est qu'il faut se dire que ce qui est hyper précieux, c'est leur temps. Et que le temps qu'ils investissent dans cette activité-là, il doit être hyper rentable. Et donc là, nous, on essaye de solutionner toutes les pertes de temps, en fait. Et c'est pour ça qu'on gère la logistique. Et c'est pour ça que parce que pour nous, ce qui est important, c'est cette expérience, c'est cette relation humaine. Et c'est ce qu'ils aiment faire, en fait. C'est partager, c'est accompagner. Et c'est ça, là-dessus, qu'il faut capitaliser. Et donc, tout le reste... C'est marrant ce que tu dis, parce que finalement, c'est pas le bon mot marrant, mais on entend souvent parler d'expérience d'achat avec toutes les promesses autour de l'expérience d'achat pour dire que le consommateur, il vit quelque chose d'extraordinaire. On parle jamais de l'expérience vendeur. Et quelque part, il faut, je suis d'accord avec ton constat, le mettre à niveau. Bah bien sûr, c'est lié. Bien sûr. Voilà, donc, et c'est pas toujours compris. Et il faut arriver aussi à onboarder. Et c'est ça qui est très puissant chez Joli Moi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme de tout temps, on a construit cette communauté, comme on le disait, avec la co-création du produit. Les solutions qu'on trouve pour eux, c'est souvent lié à beaucoup d'observations, beaucoup de discovery. Je pense on fait beaucoup de discoveries, donc beaucoup d'interviews des utilisateurs, que ce soit le client final ou le styliste de beauté. Et du coup, quand on crée une solution, nous, il y a un KPI qui est indispensable, c'est l'adoption de la feature, en fait. Et si on se rend compte qu'elle n'est pas adoptée, c'est qu'on a vraiment raté un truc, et c'est très rare. C'est-à-dire qu'on lance un truc, en général, tu as 75% de notre communauté qui va l'utiliser, tu vois. C'est énorme, en fait, et qui va s'en servir au quotidien. Donc le live shopping, ça a été quoi le constat? C'était qu'il fallait qu'on comprenne mieux ce qui se passait, et surtout qu'on crée des outils beaucoup plus faciles pour le styliste beauté pour être efficace. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour revenir sur cette solution? C'est vraiment super. En 2 clics dans l'application, le styliste beauté peut programmer son live. Il a sa page personnalisée avec un décompte. En plus, c'est hyper bien, c'est brandé, donc c'est joli en termes d'expérience. Il peut inviter ses clients à s'inscrire sur son live. Si ses clients sont déjà enregistrés, ils vont retrouver pendant l'expérience de live leur match beauté, donc la donnée client en fait de personnalisation. Elle se retrouve dans cette expérience en live. Donc concrètement, le styliste beauté, une fois qu'il a programmé son live, il va pouvoir le lancer de son app. Il a accès immédiatement dans son app à tout son catalogue produit. Donc quand il parle d'un produit en live, il peut le pousser avec un clic. Il y a un visuel qui apparaît. Pour le client qui apparaît avec le produit. Et le client, lui, va voir, s'il est connecté à son compte, si ce produit match ou pas en plus. Donc on arrive à faire du one to a few. Hyper personnalisé. Et je vais même plus loin, c'est qu'il y a aussi de la réalité augmentée, parce que nous, on a lancé avec une solution de réalité augmentée un studio de réalité augmentée, et on a appliqué en fait toute cette expérience client Joli Moi, qui est le Beauty Affinity, la personnalisation et la réalité augmentée, sur le live shopping. Donc en fait, on a créé une nouvelle expérience de live shopping, hyper facile de prise en main pour nos stylistes de beauté qui peuvent faire des lives de manière personnalisée auprès de leurs clients, et qui peuvent même faire essayer des produits en try-on virtuel en live à leurs clients. Et derrière, ça c'était hyper important pour nous. Ce qui était hyper important, c'était de se dire que en fait, la vraie problématique et les freins au départ à développer notre proposition, c'est de se dire ok, mais en fait les usages sont très sur les réseaux sociaux, et donc si on enlève les lives de Facebook, d'Instagram, personne ne va les suivre. Et donc là, ça c'est l'étape ultime, c'est la capacité à broadcaster ton live. Et donc ça, après, on fait, pour le coup, c'est pas nos propres technos, on fait appel à des solutions existantes sur le streaming et sur les solutions de streaming. On va être capable de broadcaster le live vers différents réseaux sociaux, aujourd'hui, sur Twitch, sur Facebook, etc., en même temps. Et donc là, c'est pour faire de l'acquisition. Donc la bonus, tu fais ton live hyper bien, t'as tes clients, t'as ton expérience client qui est vraiment léchée dans la norme Joli Moi, et en plus derrière, tu es capable d'être à plusieurs endroits en même temps sur tes réseaux sociaux en tant que styliste beauté pour attirer tes différentes communautés vers ton live. Et évidemment, ce qui est hyper important, et ça c'est indispensable, c'est le replay. C'est-à-dire qu'on constate aussi qu'il y a vraiment une population plus importante qui va regarder le replay. Et donc après, tu as pareil, dans le développement de la solution, sur ton replay, il faut que tu puisses avoir aussi accès à tous les produits hyper simplement qui ont été présentés pendant le live, être capable de les ajouter à ton panier, etc. Mais au-delà de l'expérience et de l'interface qui est vraiment chouette,
moi, ce que je trouve d'autant plus fort, c'est notre capacité, comme on le fait aujourd'hui avec plein d'outils de socializing et de digital, c'est d'onboarder des communautés de vendeurs sur ces nouveaux outils. En fait, c'est l'adoption de la technologie. Parce qu'en fait, c'est ça le frein. C'est que tu as des super technos qui existent aujourd'hui en retail tech, mais il faut que les vendeurs l'adoptent, en fait. Ouais, là, tu parlais du X8 tout à l'heure. À mon avis, ça compte pour beaucoup. Pour l'adoption, c'est quand même des produits qui tu donnes l'impression d'être assez simples. C'est hyper complexe de développer tout ça. La notion de données est fondamentale puisque finalement la recommandation pour dire le produit dont il est fait mention se trouve dans ta reco, c'est qu'il faut une puissance de calcul phénoménale pour aller chercher l'information. On comprend que les investissements, la levée de fonds, elle va aller alimenter ça parce que là on parle de data, la bande passante pour faire des lives, ça coûte cher. Ça coûte cher. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le modèle économique du live, il lui est propre ou est-ce que c'est juste une option que tu viens plugger? C'est une option aujourd'hui, c'est une option qui est ouverte à tous, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura on demandera une contribution à un moment au styliste beauté sur le coût du streaming, en fait, parce que c'est ça qui coûte cher aujourd'hui. Et donc, comment vous les embarquez, comment vous les onboardez, les vendeurs, quand il y a une feature aussi puissante qui arrive? Finalement, vous faites quoi, des meetings physiques? Vous les rencontrez dans les villes? Parce que tout à l'heure, tu parlais finalement, pour aller recruter tes premiers vendeurs, il y a 10-15 ans, tu as pris ta voiture et puis tu es allé... Est-ce que c'est aussi comme ça que ça s'anime? Première question. Deuxième question, et elle est toujours liée au physique, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, le live shopping, c'est une façon de rentrer dans le domicile des clients, enfin sans y être vraiment, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de vente en physique? Tu disais 75-25, j'ai pas très bien compris en fait, ça veut dire quoi? Il y a 25% des ventes qui sont en physique, ça veut dire qu'on est dans la vente à domicile traditionnelle? Ouais. Alors, pour l'animation, d'abord, il faut pas oublier qu'on sort de 2 années un peu compliquées pour se rencontrer. Bien sûr. Ça évolue, mais de tout temps d'ailleurs. Et ça a été une force pour le développement de Joli Moi. Et par rapport, par exemple, à il y a 10 ans avec Darman, c'est que les réseaux sociaux, on s'en est servi aussi pour animer notre communauté et l'animer en digital dès le début. Donc, c'est-à-dire que, en fait, au départ, se déplacer physiquement, quand tu as une communauté qui est assez éparpillée, qui est partout en France, le coût humain et de déplacement et tout, n'a aucun intérêt. Honnêtement, économiquement, c'est compliqué. Et avant, le coût d'acquisition et d'animation de ton réseau était plus important de ce point de vue-là, parce que avant, pour aller rencontrer, moi je me rappelle de conversations avec les gros de l'industrie traditionnelle qui t'expliquaient que tu ne sais pas à qui tu as affaire, parce que tu ne sais pas si ce vendeur, qui est un indépendant par ailleurs, va performer ou pas, mais tu vas quand même aller le voir, tu vas quand même prendre pour le recruter en fait. T'as pas d'autre choix en fait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, on peut recruter en full digital. Ça passe. Le recrutement, j'ai compris, ouais. Voilà, mais c'est des webinaires. Là où avant, tu avais des réunions d'opportunités en physique. On en a toujours et ça marche très bien. Mais c'est l'adéquation des deux. Donc l'animation aujourd'hui se passe beaucoup en digital. Il est vrai, on a aussi créé des briques d'e-learning avec vraiment de la gamification dans les applications, parce qu'en fait, on est sur des populations qui sont en capacité de se former quand ils veulent, d'où ils veulent. Donc les 5000 là aujourd'hui par rapport à Darmance, où c'était du 50+, avec les freins que tu évoquais. L'âge moyen, là, on est à 32 ans. Donc, beaucoup plus facile pour ces populations d'adopter le live shopping. Digital savvy, des gens qui adorent le digital et qui en plus s'en servent comme outil de communication et de recrutement. Donc l'animation se fait beaucoup en digital. Malgré ça, c'est hyper important de conserver une présence physique et locale. Donc là, avant le Covid, on faisait ce qu'on appelle nous des beauty tours. Donc c'est un peu des roadshows où on va à la rencontre une fois par an de notre communauté. Et aujourd'hui, on va reprendre ça. Maintenant, c'est un peu différent parce que comme la communauté a beaucoup grandi et qu'on a aussi ce qu'on appelle des chefs d'équipe, ce qu'on appelle des leaders chez Joli Moi, on va aussi beaucoup s'appuyer sur ces leaders, quel que soit leur niveau, pour rassembler et pour créer des opportunités de se rencontrer. Donc la communauté se retrouve physiquement et s'auto-forme et se forme. Alors toujours avec notre aide, des outils, et c'est aussi ça, on crée aussi des outils pour aider
les leaders à former les équipes, donc ça c'est hyper intéressant. Mais du coup, ils se rencontrent en physique, ils font des workshops, ils vont dans des espaces de coworking et ils vont, du coup, ces leaders nous aider aussi à évangéliser sur des nouvelles features et à former. C'est des vrais relais de formation et d'animation. Donc il y a un vrai mix humain et tech, et la tech est très puissante chez Jolie Moi de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est justement moi ce que j'ai pu constater auprès d'autres acteurs du marché, c'est qu'en fait, comme le réseau avait sa marque et l'objectif c'était de vendre le produit, et qu'en fait finalement tout ce qui pouvait être ajouté comme coût, que ce soit le coût logistique, le coût du service client ou le coût tech ou formation et animation, souvent ces réseaux-là ont vraiment laissé la main à leurs partenaires pour faire tout ça. Ce qui est d'abord accessoirement hyper lourd pour eux, et surtout sur un métier d'indépendant, et quand tu le fais à temps choisi, en fait au final tu te fatigues et tu pars, parce qu'en fait tu n'arrives pas à tout faire, parce que c'est trop de choses à devoir maîtriser pour vraiment gagner bien ta vie, tu vois. On en revient une heure investie de mon temps, elle doit être rentable, et voilà. Et chez Jolie Moi, en fait, on a développé tous les outils tech pour gérer tout ça et pour digitaliser l'animation. Ce que je veux dire par là, c'est aussi qu'au-delà de faire de l'animation digitale via des humains qui font des lives, des formations en live, on a aussi créé un outil de coaching dans l'application où tous nos savoir-faire, toutes nos méthodes, en fait, une fois qu'elles ont été éprouvées sur le terrain et validées, donc je te dis un truc hyper concret pour que ce soit concret, parce que c'est vrai que si t'es pas dans le métier, ça peut... Bon, on a trouvé une méthode pour bien conseiller une routine complément alimentaire. C'est la bonne approche du client, c'est ça. Il faut vendre comme ça, il faut l'aborder comme ça, etc. Et ensuite, tu closes en faisant une routine avec 3 produits. Admettons, ça c'est une méthode de vente. On l'a testée, elle a fonctionné. Et bien à partir de là, on va être capable de créer un petit module de training autour d'une petite vidéo souvent pour expliquer ça. Et on va ensuite le plugger dans l'app. Et en fonction de où t'en es dans ton parcours de vie, est-ce que tu es dans les 60 premiers jours de démarrage chez Jolie Moi, ou est-ce que tu as passé ces 60 premiers jours, etc. On est capable d'identifier où t'en es, de tes ventes, de ton parcours dans l'entreprise. Et ensuite d'aller pousser les bons contenus, des outils de coaching pour t'aider, en fait, pour te motiver et pour t'aider à passer les étapes. Et pour t'encourager aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi tout un système de gratification. Quand tu passes des étapes, tu reçois des petits badges digitaux. Quand tu certifies, quand tu valides une formation, tu as une certif digitale. Et en tant que conseiller vendeur, ça te crédibilise. Le styliste de beauté va pouvoir poster ses petits badges sur ses réseaux sociaux. Et c'est hyper valorisant et c'est très gratifiant. Donc tout ça pour te dire que l'animation, elle est évidemment très digitale, mais elle est aussi... on a créé une intelligence dans l'application pour être capable de scaler auprès de centaines de milliers de vendeurs, quel que soit leur profil, en fait. Et ça, c'est ce que... parfois, tu as une déperdition dans les réseaux de ce point de vue-là. Et donc, c'est la grande difficulté quand ton réseau commence à grossir, et surtout transborder, etc. Et en plus, comme nous, on est multi-marques, multi-catégories, tu as quand même cette complexité d'avoir beaucoup de sujets sur lesquels former tes vendeurs. Et donc, c'était indispensable d'amener de la tech aussi. On voit à quel point le système a été pensé et à quel point la tech vient servir les intérêts de toutes les parties prenantes. Avant que je te pose la question sur la suite de Jolie Moi, la vente en physique versus digital chez les stylistes beauté, c'est une réalité qui s'opère comment, en fait ? Oui, et voilà. Alors déjà, tu fais bien de revenir sur cette question, c'est hyper important. On a une vraie volonté de conserver, en fait, cet aspect conseil et vente en physique et en digital. Il y a une vraie force et il y a une vraie communication entre les deux modèles de vente, parce que c'est deux modèles de vente, pour le coup, hyper différents. C'est des modèles de vente différents. Pourquoi ? Parce que dans un cas, dans le physique, c'est toujours sur invitation. Donc en fait, tu crées un petit événement alors soit tu crées un rendez-vous en one-to-one, et ça se fait beaucoup. Donc ça, c'est j'ai quelqu'un qui est intéressé pour être conseillé, je prends un rendez-vous avec lui. Soit il vient chez moi, soit je vais chez lui. Voilà. Et on fait 1 heure de conseil ou de maquillage, et derrière, il achète son panier. Classique, il passe toujours par l'application. Pas d'échange d'argent, tout est digitalisé, c'est que de la CB, voilà. Donc en fait, tous les clients ont préalablement téléchargé l'app. Alors les clients, ils n'ont pas d'app. Ça, c'est le styliste beauté, il a son app, il n'y a pas d'app client. Donc, il peut aller sur le site. Concrètement, là, ton styliste beauté fait venir une copine à la maison et lui dit je te conseille tel et tel produit. Regarde le diagnostic beauté s'il n'a pas été fait. Voilà. Je te conseille tel produit. Achète. Alors, soit le client va sur le site et il va retrouver son panier qui a été préconstitué par le styliste beauté dans son app. Ouais. Soit, la plupart du temps, tu as raison, c'est intéressant, le client, de moins en moins, il veut de moins en moins faire les choses. Donc, en fait, il est très content que le styliste beauté fasse tout pour lui. Donc là, le styliste beauté peut, dans son application vendeur, constituer le panier, la reco, et il envoie juste un lien au client qui va le recevoir par SMS, par email ou par WhatsApp, par exemple. Et là, il a juste à payer.
Ok. Donc le client Voilà. Non, mais j'aime n'a bien plus qu'à payer. très concret. Voilà, ça fonctionne exactement. comme ça. Ça fonctionne comme ça. Donc ça, Et ça- après, Joli Moi livre le client en Oui, 24 à 48 heures. comme tous les autres clients. Voilà. Ouais, exactement. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre le digital et le physique. Voilà. Et c'est important de dire que c'est aussi Et possible là, de le l'acte faire. d'achat, voilà, absolument. Et en fait, là, tu transformes à 100% en général avec ton client que tu as en face de toi en physique, que ce soit en one-to-one ou avec un petit groupe autour de beauty parties, où là, on est 4-5, et là, le style beauté conseil individuellement, mais il y a une émulation de groupe. Mais dans tous les cas, transforme, tout le monde achète un produit. En digital, c'est très différent. En digital, il faut créer de la confiance avec ta communauté. Donc, ils te regardent, ils te suivent, puis à un moment, vient la première interaction. Cette première interaction qui amène au Beauty Affinity toujours pour faire le diagnostic beauté. Et ensuite, derrière, le conseil et la vente. Donc, c'est des temps plus longs. Tu as des audiences plus importantes. Tu as un taux de transformation qui est plus bas en digital. Oui, mais ça, c'est normal et attendu. Je vois que ça fait déjà 1h30. C'est bien, hein, ça veut dire que c'est passionnant. Avant qu'on ne conclue la suite de l'histoire de Joli Moi, elle s'écrit comment ? Est-ce que le marché domestique est encore suffisamment large, profond pour aller prendre des parts de marché ? C'est quoi la suite de l'histoire ? Est-ce que tout à l'heure tu parlais de cross-border, est-ce que c'est déjà de penser à aller ailleurs ? Enfin, c'est quoi ? Alors déjà, pour répondre à ta question, oui, le marché déjà domestique est encore suffisamment profond. Il y a encore beaucoup de stylistes beauté à aller recruter. C'est pour, quoi l'idée, le pour chiffre te donner un ordre d'idée, on vous en a visez 5000. Nous, on pense qu'on peut aller franchement facilement jusqu'à 50 000 sans problème. Enfin, Ah oui. voilà. Il y a des réseaux déjà qui ont atteint ce type de taille, voire plus. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation. Et en plus, avec la digitalisation du modèle, ces chiffres-là, ils peuvent encore augmenter. Mais en tout Donc cas, vous êtes disons à 10% de l'objectif. on est à peine à 10% de l'objectif voilà, de ce qu'on pourrait faire sur la France. Il y a des business de 200 millions d'euros en social selling en France, donc il n'y a aucun problème, on a de la marge. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ira exporter notre solution tech et notre modèle à l'étranger avant d'atteindre notre plafond en France. Pourquoi ? Parce qu'on a d'abord on a un time to market et qu'aujourd'hui on a su développer un savoir-faire et une techno qui est vraiment en avance de phase et on souhaite capitaliser sur cette avance pour prendre le marché. Parce qu'il y a pour le coup un vrai avantage à être le first comer sur un marché. Là, il y a clairement une barrière à l'entrée qui est énorme, hein, parce que la tech, qui est triple, qui est tech, qui est réseau et qui est catalogue produit. Donc voilà. Donc aujourd'hui les marques avec lesquelles on travaille en social selling sont exclusives en social selling pour Joli Moi. Donc évidemment, elles sont sur plein d'autres réseaux de distribution, mais en social selling, elles travaillent qu'avec Joli Moi. Donc nous, on a intérêt à aller prendre aussi des territoires et d'autres marchés assez vite. Et voilà, donc première étape, c'est consolider effectivement le marché français et accélérer sur tout ce qu'on est déjà en train de faire. Et après, aller assez vite internationaliser la plateforme. Écoute, Isabelle, merci pour pour cette conversation. Je l'ai trouvée passionnante et franchement, je l'ai dit en introduction qu'il fallait laisser les clichés qu'on pouvait avoir quand on est un mec au vestiaire. Quand on va parler du monde de la beauté, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé distribution, on a parlé marketing, réseau, communauté, social selling, live shopping, bref, en fait, tout ce qui est aujourd'hui au cœur de la transformation de la distribution en règle générale. Là, c'est adapté aux cosmétiques. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, tu voudras l'adapter à un autre marché. On peut imaginer d'autres biens de consommation fonctionnant sur ce modèle-là. Merci en tout cas de nous avoir partagé la passion de ton aventure entrepreneuriale et bravo pour tout ce qui a été fait. Je voudrais aussi remercier comme Exposium et le one-to-one retail e-commerce de Monaco pour le soutien qu'il apporte à cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire via lesdigitaldoers.com ou tout simplement via LinkedIn. Merci Isabelle. Si on veut rentrer en contact avec toi, j'imagine que c'est quoi ? LinkedIn, Isabelle Rabier, et sinon sur Instagram. Voilà. Merci à toi. Merci mille fois. Je te souhaite, c'est l'été, donc je te souhaite un bel été qui se présente à nous. Merci encore et Merci puis à bientôt. Toi. À bientôt.